Bon, bah, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présent pour ce web séminaire du CLAIR, Réseau pour la transition énergétique, dont l'intitulé est Rapprocher les pratiques entre les structures du réseau fer. Merci à nos quatre intervenantes qui sont présentes aujourd'hui en ligne. Nathalie Deviella et Fanny, alors je ne vais pas écorcher ton nom, de Gironde, donc de Solia 33 et du CREAC, pour Nathalie, qui présenteront, qui interviendront. Et aussi, merci à Claire Hurtaud et à Charline Boyer d'Ardèche, donc de l'ALEC 07 et de Réno Futé, la plateforme de la rénovation en Ardèche, qui présenteront également quelque chose. Donc ce web séminaire, on l'organise pour faire témoigner ces structures sur leur expérience en matière de pratiques collaboratives entre les structures du réseau fer d'un même territoire, au bénéfice de tous les ménages, donc que ce soit des ménages éligibles ou non à l'ANA. Et d'ailleurs, le focus, c'est vraiment quand même la relation entre les opérateurs ANA et les structures, les EIE par exemple. Donc ça va être un peu le focus de ce web séminaire. Puisque le constat, c'est que on doit vraiment rechercher de nouvelles manières de coopérer et d'améliorer la collaboration sur les territoires entre les structures du réseau fer pour, pour, pour proposer notamment un parcours de rénovation énergétique cohérent pour tous les ménages. Voilà, donc je vais laisser la parole d'abord au CREAC et à Solia 33 qui vont nous présenter leurs bonnes pratiques qu'elles mettent en œuvre sur leur territoire. Voilà, à vous. Si vous pouvez partager l'écran. Ah, moi j'ai oublié de partager mon écran, pardon, je vais quand même montrer ma belle slide. Voilà, mais c'était pour la forme. Voilà, je vous laisse partager votre écran et vous mettre le micro ouvert. Est-ce que c'est bon? Est-ce que l'écran est partagé? Est-ce qu'on nous entend? Oui, on vous entend bien. Merci. Et l'écran est partagé? Oui. Super. Donc, bonjour à tous. Je vais commencer par présenter le CREAC, puis Fanny présentera Solia Gironde. Donc, je suis Nathalie Duviella, je suis la directrice du CREAC, qui est le Centre régional d'éco-énergétique d'Aquitaine, qui est une structure associative qui a aujourd'hui 22 ans d'existence. On est une équipe de 14 personnes, des permanents, des salariés. Et on travaille sur plusieurs thématiques, sachant que l'objet premier de la structure, c'est de travailler sur le volet énergie et habitat. Très logiquement, on a un pôle énergie. Donc, on est à l'intérieur, on retrouve notamment la mission d'Asper Info Énergie et on retrouve également la mission d'animation de plateforme de la rénovation énergétique, chose que l'on retrouvera également dans la présentation de Fanny. On a un pôle économie d'eau, donc on est espace info économie d'eau, chose qu'on retrouvera sur la présentation de Fanny, de même que le troisième volet, qui est le volet lutte contre la précarité énergétique. Là, on travaille à deux niveaux au CREAC, d'une part en direction des professionnels, puisqu'on anime pas mal de matinées d'information et des formations auprès des acteurs de la précarité énergétique, sur tout le département de la Gironde et ponctuellement, notamment la demande du CNFPT pour les collectivités en dehors du département de la Gironde. Et à côté de ça, on a aussi donc tout un volet ingénierie de projet. Et à côté de ça, on est aussi opérateur sur le terrain pour des dispositifs déjà existants, notamment dont on parlera plus tard dans la présentation. Et après, on développe aussi nous des actions de lutte contre la précarité énergétique, comme par exemple quand le logement rend malade. Ce qui me permet de faire la transition avec le quatrième pôle qui est tout nouveau pour nous au CREAC, qui est le pôle habitat et santé, puisqu'on on a acquis une compétence là en 2019 qui est, on a désormais une conseillère médicale en environnement intérieur au sein de l'équipe du CREAC. On a un pôle éducation et l'environnement et on est prestataire de formation, donc en transversal de toutes nos thématiques, on nous sollicite aussi pour de la formation. Je vais en rester là parce qu'il y a beaucoup de choses au CREAC, mais je pense que c'est déjà pas mal. Ah, voilà. Donc, bonjour à tous, Fanny Mujezinovic, je suis chargée d'opération et conseillère info énergie à Solia Gironde. Du coup, Solia, c'est le premier réseau associatif qui travaille sur l'amélioration de l'habitat.
Notre structure a été créée en 1955 et est devenue Solia Gironde en 2016. Et vous connaissez tous certainement les Solia pour leur rôle d'opérateur des aides de l'ANA pour les particuliers. Mais on fait aussi tout un tas d'autres missions, notamment la gestion locative sociale, de la conduite de projets sur les territoires, ça se traduit par des études, de l'animation de projets. On fait aussi de la réhabilitation accompagnée pour les particuliers. On travaille aussi avec les collectivités pour la réhabilitation de leur patrimoine, etc. Et donc, moi, mon service, c'est le service Habitat durable et transition énergétique, dans lequel il y a l'espace info-énergie, l'espace info-économie d'eau, j'ai oublié de mettre sur la slide, et où on anime les SLIM, donc les dispositifs de lutte contre la précarité énergétique, et également les plateformes de la rénovation énergétique, une sur le territoire de la Haute-Gironde, qui est en Gironde, sur le nord du territoire, et la plateforme de Bordeaux Métropole. Et du coup, sur la Gironde, c'est un territoire un peu particulier pour le réseau déjà Espace Info Énergie, puisqu'on est 4 structures porteuses de IE en Gironde. Il y en a plus un poste qui est dédié Espace Info Énergie, mais vraiment copropriété, qui est à la LEC. Et donc, on a une répartition de TP dans nos structures. Et on est tous situés sur Bordeaux, la métropole bordelaise. Donc, on s'est répartis les codes postaux, en fait, pour plus de simplicité dans le travail et pour aussi aider le prix SANAC et l'ADIL chez nous à pouvoir rediriger les gens. En fait, on s'est répartis les codes postaux en fonction du nombre de TP dans les structures et en priorisant un peu nos historiques sur le terrain. Je parle pour ma structure, mais sur Solia Gironde, la Haute-Gironde et une partie du Médoc, historiquement, on y est depuis très longtemps. Donc, il était assez logique pour nous de continuer à être sur ce territoire. Et en parallèle, le CREAC était plutôt sur l'est du département. Et aujourd'hui, du coup, ça s'est concrétisé depuis qu'on a mis en place cette répartition des codes postaux par le fait que les codes postaux de l'est sont majoritairement rattachés, c'est un peu plus compliqué que ça, on va voir après, mais ils sont majoritairement rattachés au CREAC. Donc en gros, ça donne, je ne sais pas si on peut passer à la diapo. Ouais. Ça donne ça. Ça donne ça. donc, une couleur par structure. Voilà. Et donc ça semble un peu compliqué comme ça, mais ça se passe plutôt bien sur le terrain. Sachant que même au sein, par exemple, de Solia Gironde, on a une permanence téléphonique et même d'accueil physique pour les particuliers. Et que mes collègues qui s'occupent de ces permanences ont tous les codes postaux et l'espace info-énergie référent. Et du coup, même si par exemple elles sont dans le bureau à côté de moi et qu'elles pourraient me passer plus facilement un appel, si ce n'est pas mon code postal, elles ne vont pas me le transférer. Elles vont vraiment l'envoyer vers l'espace info-énergie du secteur. Donc, tout le monde joue plutôt bien le jeu. Et on a cette répartition qui est remontée au national. Donc, quand les gens appellent par le numéro du guichet unique, il y a la répartition aussi qui n'est pas tout à fait à jour, mais on va dire qu'elle fonctionne. Voilà. Donc, les gens, on leur demande leur revenu fiscal de référence et leur code postal et on oriente après vers la structure correspondante. Je reviens du coup. Voilà. Et après, ce qui nous a aussi un peu dynamisé à travailler ensemble, c'est l'appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par Bordeaux Métropole il y a 4 ans, 3 ans, 2017. 16-17. Où en fait, on avait tous nos conventions avec Bordeaux, oui, pour les structures qui sont sur Bordeaux. Et c'est la métropole qui a repris, et du coup, voulait toutes les structures ensemble sur ces thématiques. Et proposer sur l'ensemble des 27 ou 28 maintenant communes de Bordeaux Métropole des permanences délocalisées. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'on a répondu ensemble. Et en transversal, donc dans la AMI de Bordeaux Métropole, au-delà de la permanence téléphonique qui est faite toute la semaine au travers de nos structures, au-delà des permanences délocalisées qui ont été réparties sur l'ensemble des 4 structures porteuses de IE, il y a également en transversal la co-animation du déclic, donc l'ex-défi des familles énergie positive.
Vas-y. D'accord. Et Non, mais c'est plus ça, après, c'est juste, on voulait faire un petit focus aussi sur le fait que depuis quelques années maintenant, on a changé aussi d'échelle régionale, comme beaucoup de structures. Et, du coup, on est quand même une très très grosse région, la Nouvelle-Aquitaine. On aurait pu avoir peur que ça soit compliqué de travailler tous en partenariat. Et en fait, c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. On échange vraiment très très bien entre tous les conseillers, hein. Voilà, mais limite, les trucs assez classiques qui peuvent se retrouver dans d'autres régions ou territoires. Et en plus, on a mis en place, grâce à une initiative de Grégory Cholet, qui est un conseiller info-énergie sur le territoire. Je vais dire des bêtises, c'est peut-être la Charente ou Charente-Maritime. Nord-Aquitaine. Voilà, Nord-Aquitaine. On a développé un outil commun qui s'appelle le Rénov Tour. En fait, ce que vous voyez en photo, c'est une structure gonflable qu'on déplace, qu'on avait présenté il y a 2 ou 3 ans dans des rencontres nationales, et qui nous permettent en fait déjà d'utiliser un même outil pour toutes les structures en animation extérieure, et aussi de se mobiliser sur des animations qui ne sont pas sur notre territoire. Parce que, il y a des grosses manifestations qui nécessitent d'avoir des moyens humains, et une seule structure sur le territoire ne peut pas forcément y répondre. Donc, du coup, on est solidaires les uns des autres et on fait les déplacements pour assurer des animations en commun. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place au niveau des espaces info-énergie. Et après, bien sûr, on travaille avec les autres structures du réseau FER. Avec, là, Guy lui en a déjà parlé, qui est notre prise Anna. Et on travaille aussi beaucoup avec eux sur la métropole, puisqu'ils font partie de l'animation ils sont partie prenante de l'animation aussi de la plateforme de rénovation énergétique. Avec l'ALEC, qui a son poste dédié aux propriétés et qui, bien sûr, est présent avec nous dans des manifestations sur le territoire de la Gironde. Mais aussi, on a travaillé ensemble à des fiches de bonnes pratiques pour les particuliers pour la rénovation énergétique de notre patrimoine girondin, comme les shops bordelaises ou la maison de pierre, ce genre de choses. Donc, on l'avait fait en collégial avec d'autres structures, notamment le CAUE aussi, et avec les fédérations d'artisans. Et avec le CAUE, on fait des événements aussi en commun. Ça passe de conférences sur l'architecture bioclimatique, par exemple. Là, l'année dernière, en décembre 2018, du coup, le CAUE nous a donné, nous a donné une journée de formation. En fait, c'est des architectes qui nous ont formés, nous, conseillers Info-Énergie, conseillers de la rénovation énergétique. Donc, il y avait aussi, bien sûr, l'ALEC qui était présente avec nous, une formation sur comment un peu on peut préserver le patrimoine girondin en préconisant de la rénovation énergétique. C'était une journée fort intéressante avec des échanges importants, et voilà. Pour l'instant, on s'était dit qu'on referait ça version conseiller pour les architectes. Ça n'a pas encore eu le jour, mais j'ai bon espoir que ça se fera bientôt. Et après, Et après, effectivement, ça nous permet d'être présents aux différentes sollicitations et groupes de travail qui sont mis en place par les collectivités, donc notamment Bordeaux Métropole lors de la construction de sa plateforme qui s'appelle Marénov, aussi auprès de la Nouvelle-Aquitaine, là, avec tout le travail qui est fait sur l'évolution des espaces info-énergie et leur devenir. Et ensuite, voilà, on a régulièrement des démarches. Voilà. Il y a vraiment une dynamique et un travail en bonne intelligence. Puisque là, j'imagine, comme tous les espaces info-énergie qui nous écoutent, 2019 a été une année très chargée, très dense, avec des objectifs et un facteur 3 par rapport aux objectifs annoncés. Donc, 3 fois plus de conseils que ce qui était prévu et dimensionné en termes de moyens humains. Donc, les 4 structures se sont rencontrées
pour en alerter collégialement par le biais d'un seul courrier les collectivités qui nous financent en leur disant voilà la réalité de l'activité en ce moment. Nos conseillers n'y arrivent plus et perte pas forcément du contact, mais au moins de la qualité d'accompagnement de ces contacts. Voilà, donc on a vraiment on a beau être des structures différentes, on a beau être porteuse d'un milieu, donc on nous dit mais comment ça se passe, vous n'êtes pas concurrente? Non, on n'est pas concurrente parce que d'abord il y a du travail suffisamment et qu'il vaut mieux le faire ensemble que chacun de son côté. Voilà, donc ça fait partie des avantages qui sont dans notre conclusion. Après, juste pour revenir sur le travail qu'on fait avec les opérateurs ANA, donc voilà, à Soulière, on a un espace Info-Énergie. C'est pas pour ça que les autres opérateurs ANA du territoire sont mobilisés. On travaille très bien avec l'opérateur du pic de la métropole qui est une cité, et également avec Urbanis ou même avec le CIFEM, qui sont en gros des opérateurs sur d'autres territoires, et d'avoir des bons échanges et de pouvoir justement pouvoir accompagner le particulier jusqu'au bout, puisqu'on sait qu'à partir du moment où on fait la passation de relais à un opérateur ANA, on a souvent un retour de l'opérateur qui nous dit d'accord, on va monter le dossier ou le dossier déposé. Et inversement, quand il y a des gens qui passent directement par l'opérateur, c'est très souvent que les opérateurs nous les renvoient en lieu pour un peu débroussailler le côté technique. Et comme ça, quand ils ont de nouveau le particulier, le projet est beaucoup plus cadré. Ils savent un peu plus, les particuliers savent un peu plus vers quoi aller, quel matériau utiliser. Et ils ont une liste d'artisans RGE sur leur secteur. Le partenariat, du coup, très logiquement, s'est fait aussi en dehors du réseau Espace Info-Énergie ou du réseau FER, puisque comme on l'a vu dans la présentation, on a, par exemple, pour nos deux structures, on a un pôle contre la précarité énergétique, et c'est ce qui fait qu'on a répondu dans la même logique que pour l'AMI de Bordeaux Métropole sur l'animation de l'espace Info-Énergie. Dans la même logique, on a répondu en groupement, alors avec seulement 3 des 4 structures porteuses de l'IE, la quatrième n'a pas souhaité aller sur le volet lutte contre la précarité énergétique. Mais pour les 3 autres, on a répondu en groupement, là, un groupement formel et administratif, sur les 2 gros dispositifs de lutte contre la précarité énergétique qu'on retrouve sur le département. Mon énergie Bordeaux Métropole, qui est déployé, comme son nom l'indique, sur Bordeaux Métropole, et le SLIM du département de la Gironde, qui est déployé, comme son nom l'indique, sur le reste du département en Bordeaux Métropole et qui est porté par le département de la Gironde. Donc là, on retrouve des équipes et des moyens humains qui sont différentes des conseillers Info-Énergie, qui sont donc bien pris déjà à temps plein par leur mission Espace Info-Énergie. Donc là, c'est d'autres équipes de nos structures qui sont concernées et ça fonctionne tout aussi bien. Voilà. Après, voilà, sur ces dispositifs-là, en gros, il y en a un où c'est Solia qui est le mandataire, en gros, le chef de file du groupement, et qui avec le CRAC, de l'animation des partenaires, chapeaute un peu toute l'équipe chargée de visite. Et voilà, pour mon énergie, pour mon métropole. Et sur le département, c'est l'inverse, c'est le CREAC qui est mandataire. Voilà. Et ce qui fait qu'en fait, toutes les équipes des conseillers Info-Énergie d'une part et de l'autre côté des chargés de visite SLIM, ça fait un peu le même type de réseau qui commence à se développer et de liens qui se créent. C'est plutôt sympa. Oui. Et après, plus largement, on a souhaité élargir au-delà des 2 marchés de lutte contre la précarité. On a aussi, voilà, c'est un peu plus anecdotique et un peu plus marginal, mais ça fait partie aussi des partenariats sur de la formation et de l'échange de bonnes pratiques, sur des mutualisations de méthodologies, d'outils, donc tout ce qui est veille informative, c'est du réseau aussi, donc l'information est très fluide et passe à travers le réseau, pas uniquement à travers de nos 2 structures, mais plus globalement au niveau des structures qu'on a citées, qui sont celles du réseau EIE notamment. On a cité la maison écomobile, par exemple, du CREA, qui est un outil, un véhicule qu'on a aménagé et qui nous permet d'aller sur les territoires. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre facilement à disposition des autres espaces Info-Énergie. Tout comme de son côté, Solia, qui a une caméra thermique, la met aussi à disposition assez facilement des autres aussi Info-Énergie, des autres structures.
Voilà, donc c'est vraiment ma famille m'abandonne. Donc voilà, c'est typiquement, je le redis, c'est ce qu'on met derrière le terme de bonne intelligence. On est là voilà, pour consolider, enrichir le savoir-faire qui est propre à chaque. Et en conclusion, ce sont des choses du coup qu'on a retrouvées un peu à travers notre présentation. Une mutualisation de nos compétences communes, ce qui permet du coup la mutualisation notamment des moyens humains, que ce soit pour le réseau EIE à l'échelle du département de la Gironde, pour le Mon Énergie Bordeaux Métropole ou le SLIM du département. Ce sont des dispositifs qu'aucune de nos 3 ou 4 structures n'aurait pu porter seule. Et donc, d'où la nécessité, chacun aurait pu répondre de son côté et, recruter, mais ce n'est pas le choix qui a été fait au niveau des directions. Le choix a été fait de plutôt répondre autrement avec les moyens humains déjà existants, déjà en place. Et du coup, voilà, encore une fois, on revient sur les outils, les savoir-faire. On a chacun fait des visites à domicile avec les autres structures, ce qui a permis vraiment d'avoir une approche de la visite à domicile similaire, quel que soit l'opérateur au sein du groupement. Ça a permis aussi de travailler, d'avoir plusieurs structures différentes, de travailler avec les spécificités de chacune. Donc, pour Solia, c'est plus les droits et devoirs des propriétaires, C'est ça, etc. parce que comme on a notre agence immobilière à vocation sociale, on a les chargés de mission dans cette agence immobilière qui vont pouvoir aider lors des médiations avec le bailleur, à bien connaître les droits et devoirs d'un locataire, à connaître aussi un peu tous les dispositifs d'aide qui peuvent inciter le bailleur à faire des travaux. Que nous, on connaît beaucoup moins bien. Voilà, parce que même si en espace Info-Énergie, on y touche un peu au bailleur, c'est pas forcément le cœur de notre métier. Donc là, on avait eu une présentation par une de mes collègues qui avait parlé de toutes les spécialisations, ce genre de pratiques. Et aussi, on peut mettre à disposition, nous, une conseillère en économie sociale et familiale qui peut être utile dans le cadre de l'animation de nos dispositifs SLIM. Et de notre côté, au CREAC, on est prestataire de formation et on a l'animation du réseau Préca Énergie qu'on a mis au bénéfice de Mon Énergie Bordeaux Métropole. Et on a aujourd'hui la compétence santé habitat. On a aussi cette fois-ci mise à disposition, qu'on a intégré au SLIM du département. Voilà, donc du coup, les méthodologies partagées, j'en ai déjà parlé. Et comme on le voit, un réseau très actif déjà avec nous deux, mais globalement, on l'a pas cité, mais on l'a noté entre parenthèses tout à l'heure. Le réseau est tellement actif qu'il y a même des week-ends entre conseillers ou entre chargés, peut-être pas chargés de visite encore, mais bientôt. Mais voilà, il y a des week-ends qui n'ont rien à voir avec le travail, qui sont organisés, y compris avec les partenaires qui sont présents dans ces week-ends d'intégration, on les appelle comme ça, des week-ends. On appelle ça le réseau Feria. En fait. Voilà, on a détourné le mot faire pour appeler ça la Feria. Et voilà, c'est des week-ends qu'on organise entre conseillers Info-Énergie, anciens conseillers Info-Énergie, même nos coordinateurs de l'ADEME sont de la partie. Et avec des enfants et tout. Hein. Voilà, un enfant, tout le monde est là. Et on se retrouve quand il y a des formations, etc. Ça peut donner lieu à des petites soirées sympathiques sur n'importe quel territoire, des week-ends de visite. Voilà. Voilà un petit peu en formel et en informel la dynamique de réseau qu'on a en Gironde. Voilà ce qu'on avait à vous. Eh ben, merci beaucoup. Alors moi, j'ai perdu mes autres intervenantes qui ont un problème d'ordinateur et qui vont revenir. Donc, on va pouvoir déjà commencer peut-être un peu des questions-réponses sur votre présentation. Moi, j'en ai une ou deux. Je ne sais pas si les participants veulent aussi poser des questions. Et après, quand elles se reconnecteront, on passera plutôt à leur présentation et on fera les questions-réponses à la fin plutôt. Merci beaucoup en tout cas. Moi, j'ai oublié de dire à tout le monde, oui, posez vos questions et on y répondra à la fin. Moi, en attendant, j'ai déjà une question. Je sais que vous avez que la métropole de Bordeaux a en quelque sorte donné un peu une impulsion politique à cette mise en réseau et ce rapprochement entre les structures, puisqu'il y avait une problématique de financement, on va dire, de TP sur votre territoire. Donc, en quoi ça a été un peu moteur dans ce rapprochement entre vos structures, cette impulsion politique, et si elle a bien eu lieu?
Oui, ça, en gros, ça a formalisé un peu notre rapprochement entre structures, puisque voilà, on avait nos conventions avec la ville de Bordeaux, qui ne concernaient pas en plus toutes les structures. Et puis Bordeaux Métropole a dit bah, je reprends tout ça, je vais le mettre sur la table. Mais par contre, je vais dispatcher les financements. Et au lieu bah, nous, on a 11 ETP, si je ne dis pas de bêtises, 11 au ETP total, hein, avec celui de l'ALEC. Je vais en financer 7 à la même hauteur que l'ADEME. Oui. Et du coup, voilà, pour ne pas perdre nos 11 ETP, en fait, pour ne pas perdre nos salariés, les directeurs et après entre conseillers, on s'est concerté pour définir en gros les financements qui iraient à telle et telle structure. Et comme ça, tout le monde a gardé un peu de financement pour attiser au nombre de TP qu'ils avaient déjà en espace info-énergie, ce qui est assez logique. Et du coup, ça vient compléter les financements qu'on a de la région et de l'ADEME, et pour certaines structures, un petit peu du département. Voilà, mais pas pour toutes. Non, deux des structures. Voilà, donc ça a plus vraiment formalisé, les choses. Voilà. Ouais, sachant que derrière, il y a eu un AMI où on a fait une réponse en groupement et que derrière, très clairement, Bordeaux Métropole a fait des conventions individuelles avec chacune des structures. Donc au final, administrativement, on n'est finalement pas en groupement, mais pour nous, ça ne change pas grand-chose. Le travail, il est bien à l'échelle des 28 communes et c'est bien, voilà, il n'y a pas une structure, il y a l'ensemble des 4 structures. Voilà. Donc pour nous, ça n'a pas beaucoup changé nos façons de procéder. Non. Mais pour nos financeurs, c'était aussi quand même plus lisible pour eux. Même si on a 4 conventions, mais ça c'est à côté, parce que pour eux c'était compliqué d'avoir 4 structures porteuses de IE et de comprendre qui faisait quoi. Bon, ça on leur expliquait que c'était la même chose et qui le faisait où. Donc là pour eux, ils ont une sorte de tête de fil. Et donc on travaille, voilà, ils ne se posent plus la question de ah oui mais là c'est machin. Non, ils parlent aux 4 structures en même temps et nous derrière on s'organise. Et après, c'est pareil, c'est de la mutualisation de moyens humains, parce que finalement, c'est le CREAC qui est en charge un peu de la relation avec Bordeaux Métropole sur le côté administratif et animation du réseau des conseillers. Et comme ça nous évite d'aller tous, tout le temps. Mais c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, si on veut qu'on réponde aux gens au téléphone, il faut être dans les bureaux. Il faut être dans les bureaux. Si on passe notre temps en réunion, c'est pas gérable. Donc du coup, il y a Julien du CREAC qui va aux réunions avec la métropole. Quand il y a besoin d'une réunion avec l'ensemble des conseillers, c'est fait. Il n'y a pas de souci. On en fait à peu près 4 ou 5 par an sur la métropole. Mais après, Julien, il y va pour toutes ces petites questions plutôt administratives ou organisationnelles du réseau. Et ça fonctionne très bien. Merci. Je ne sais pas si les participants ont des questions. Vous pouvez ouvrir votre micro dans ce cas-là et les poser directement, il n'y a aucun problème. À condition que vous refermiez le micro après. Ou alors sur le fil de la conversation, sinon je poserai la question. Sinon, moi j'ai encore une question. Voilà, moi, c'était bon, je la pose et si quelqu'un veut intervenir, qui se manifeste. En termes de facteurs de réussite, là, on a bien vu sur cette dernière slide pourquoi travailler ensemble, mais si vous pouvez développer, selon vous, vraiment les facteurs de réussite pour mieux travailler ensemble et aussi sur les freins, on va dire, qui ne permettent pas de rapprocher les pratiques entre les structures que vous identifiez. Voilà, les freins et les leviers. Alors, les leviers, je pense qu'ils sont en grande partie là. Et la concurrence, de toute façon, je pense que c'était vraiment la pire des solutions à retenir, de rester en concurrence, de se mettre en concurrence les uns avec les autres. Après, quand on est hors Bordeaux Métropole ou quand il y a des demandes, je pense par exemple, sur le Libournais, il y a eu une demande de la CALI, qui est la communauté d'agglomération du Libournais, qui a demandé à ce qu'il y ait un espace info-énergie qui vienne. C'était on sait pas, on n'y est pas dans le groupement, c'est trop petit pour qu'on y aille en groupement, donc on s'adapte aussi à la demande. Mais globalement, je crois que ça a vraiment été évident pour tout le monde que la concurrence, ça allait, voilà.
ça allait être très néfaste pour tout le monde. Et pas que sur le marché concerné ou que sur la mission concernée, mais pour les structures dans leur globalité. Après, pour moi, le principal frein, il est devant nous, non pas entre nous, mais voilà, on en est tous là, on ne sait pas comment les missions d'Espace Info Énergie, vers quoi elles vont évoluer, quid des financements à partir de l'année prochaine. Donc, c'est plutôt l'inconnu et comment allons-nous justement pouvoir maintenir le travail partenarial que l'on a et qui existe et qui s'est construit quand même sur presque une dizaine d'années quand même, hein, donc je pense qu'on y tient. Donc comment allons-nous, j'espère qu'on va pouvoir le maintenir dans les années à venir avec la grosse inconnue de que va-t-on attendre de nous. Et sachant que par contre, on va très certainement sur des missions, certaines missions, on s'attend très certainement à être mis en concurrence avec des entreprises, avec d'autres structures du secteur privé qui sont aujourd'hui non encore identifiées. Voilà. Je pense que pour autant, on aura pour nous de garder notre volonté de travailler ensemble. Après, en levier, moi je citerais aussi le fait que les personnes se connaissent et qu'il faut connaître ce que font les autres structures. C'est beaucoup plus facile si on a une bonne connaissance en gros, la deal, à quoi ça sert, qui travaille dedans, le CAE, à quoi ça sert, qui travaille dedans, et comment est-ce qu'on peut faire des choses ensemble pour pouvoir impulser cette dynamique. Il y a des territoires où c'est peut-être plus difficile de mettre ça en place, je n'ai aucune idée. Mais voilà, pour avoir fait moi 3 territoires différents dans mon métier de conseillère info énergie, je sais que c'est ça qui fonctionne. C'est vraiment de connaître les gens et d'essayer de comprendre qui fait quoi et comment on peut faire ensemble. Merci. Alors, il y a 2 questions, mais l'Ardèche est revenu. Alors, je ne sais pas si ils arrivent à se connecter. Sinon, on va poser les questions et on va poser les questions et quand ils arriveront. Alors, activer. Est-ce que vous nous entendez, l'Ardèche? Oui, oui, on vous entend, on vous entend. Ah, alors moi, on n'a pas la vidéo. Ah oui, on n'a pas l'image. Tu peux partager l'écran, par contre, est-ce que ça a marché? Non, ça n'a pas marché non plus. Vas-y. Alors, on n'a pas encore comment partager. Alors, si vous pouvez, Nathalie et Fanny, si vous pouvez arrêter le partage de l'écran, ce serait top. Normalement, voilà. C'est bon. Alors, on ne vous voit pas, mais par contre, on voit votre écran, donc on peut. Du coup, on va passer en muet. Voilà. On passe en muet. J'ai pas entendu, pardon. On passe en muet du coup pour laisser. Non, alors non, justement, en fait, je pense que c'est plus simple si vous commencez votre présentation. On avait juste commencé un petit peu les questions-réponses en attendant que vous vous reconnectiez. Donc, je pense que vous pouvez passer à vos questions. Et moi, je note bien les questions des participants dans la conversation et je vous invite bien à les poser. Et on les posera tout à la fin. C'est comment? Voilà. C'est comment? Je vois pas. Ouais, vas-y, je vais chercher. Voilà, je vous laisse commencer. Donc, Claire Hurtaud et Charline Boyer, alors respectivement de l'ALEC de l'Ardèche et de Rénofuté, la plateforme de la rénovation énergétique en Ardèche. Merci. Voilà. 2 minutes, juste je mets le bon affichage, enfin j'essaye. Et hop, mode plein écran. Voilà. C'est bon. Du coup, voilà, juste pour recontextualiser au niveau du territoire ardéchois, on a un territoire, on va dire, avec beaucoup de maisons individuelles, plutôt les 3/4 des logements du territoire, un parc ancien, diffus, et qui correspond à peu près à 1/3 des consommations d'énergie du territoire. Et aussi, on a un territoire, on va dire, avec une population importante en termes de vulnérabilité énergétique. Du coup, pour refaire l'historique un petit peu entre l'ALEC 07 et Rénofuté, tout d'abord, en fait, il y avait une association qui était sur le territoire qui s'appelait Pôle Énergie, qui a démarré en 1994. Et en 2001, et bien, du coup, elle a intégré le service Espace Info Énergie.
Pour nous, les gros changements ont arrivé en 2013, quand l'espace Info Énergie en fait, a été labellisé Prix unique de l'Ardèche. À ce moment-là, on est devenu le premier interlocuteur en fait, de tous les publics, que ce soit les publics ANA ou les publics hors ANA, sur la rénovation énergétique. En 2015, du coup, on a accompagné les 3 pays qu'il y avait sur le territoire, Pays Ardèche méridional, Centre Ardèche et le Pays Ardèche verte, à l'écriture d'une candidature pour créer une plateforme à l'échelle départementale sur le département de l'Ardèche. Et ben du coup, voilà, on a été lauréat de cette AMI. Et en 2016, la plateforme de rénovation Rénofuté a pu se lancer sur le territoire. Donc voilà, comme vous le savez aussi, il y a eu le lancement en 2018, le lancement du réseau FER, le service public de la rénovation énergétique. Et en même temps, Pôle Énergie en fait a laissé la place à l'ALEC 07, l'agence locale de l'énergie et du climat de l'Ardèche, pour faire rentrer les collectivités et les professionnels dans notre gouvernance. Du coup, l'ALEC 07, ça se veut vraiment un lieu d'échange et une communauté de travail. Et pour ça, c'est important dans notre vision autour de la rénovation énergétique. On a une dizaine de PCI aujourd'hui qui sont adhérents et d'autres à venir. Et ça correspond à peu près à 66% de la population du territoire. Sur l'espace Info Énergie, on a 6,3 ETP, donc ça comprend vraiment l'information, le conseil et l'action envers les copropriétés. Et on a 8 conseillers Info Énergie à travers le département sur 15 lieux de permanence. Donc 12 permanences délocalisées, vraiment au cœur des territoires, et 3 permanences sur nos 3 antennes, une antenne sud, une antenne nord, une antenne centre. En 2019, on a réalisé 3597 conseils. Comme on l'a vu tout à l'heure, voilà, c'est des chiffres vraiment importants pour nous. Si on peut reporter à 2018, on était à 2200. C'est la première année où on a des chiffres aussi importants, quoi. Donc, ce qui est important, c'est du coup, dans cet historique, on a un numéro unique départemental. Et nous, on est vraiment le conseil de premier niveau. On oriente ensuite les projets en fonction des revenus des personnes et du projet du ménage vers les dispositifs ANA ou Rénofuté si on veut aller sur de la rénovation très performante. Du coup, je te laisse la parole peut-être sur Rénofuté. Du coup, donc depuis 2016, il existe la plateforme Rénofuté pour accompagner les ménages qui ont le projet d'une rénovation énergétique très performante, qui soit ANA ou hors ANA. On est organisé un peu différemment selon les 3 secteurs, c'est-à-dire que dans le sud Ardèche, on réalise ces accompagnements en interne, alors qu'en centre Ardèche et nord Ardèche, ils ont confié les accompagnements qui soient pour des propriétaires ANA ou hors ANA à Solia. Après, du coup, au niveau globalement des chiffres sur la première phase d'action, donc pendant les 3 premières années, il y a eu à peu près 200 accompagnements de propriétaires de fait, avec la moitié en propriétaire éligible ANA, la moitié non ANA. Il y a eu les projets, donc sont toujours des projets qui visent à être très performants. Si possible, des rénovations globales BBC, sinon rénovation globale, enfin des rénovations BBC par étape, ou en tout cas dans une logique de tendre à terme, voire en plusieurs phases, vers un logement BBC. Sur les professionnels. Par rapport aux professionnels, du coup, depuis le départ, la plateforme Rénofuté vise d'une part à accompagner les particuliers et d'autre part à faire monter en compétence les professionnels locaux. Donc, en organisant une série d'événements pour les sensibiliser, mobiliser et former par rapport à la rénovation énergétique, et notamment dans le cadre du bâti ancien ardéchois.
Donc, dans ce cadre-là, il y a tout un dispositif de formation qui a été développé spécifiquement vraiment pour répondre aux enjeux de la réno énergétique dans le bâti ancien, qui est le bâti qu'on retrouve vraiment à 98% des cas dans les projets qu'on accompagne au sein de Réno Futé. Voilà. Ouais. Ah bah du coup, alors, voilà, c'était les chiffres clés de cette première étape, donc les 200 accompagnements Réno Futé, la répartition des ménages, ANA hors ANA, donc voilà les objectifs atteints, bon, j'en ai déjà parlé, le type de projet accompagné. Généralement, voilà, comme les projets qui nous sont envoyés ont été déjà qualifiés par justement le travail de premier niveau d'information, première orientation conseil. Ça fait que la plupart des projets de demandes qu'on reçoit arrivent à terme, éventuellement vraiment sur plusieurs années, mais arrivent jusqu'au projet réalisé. C'est important. Et donc après, voilà, on fait le travail aussi de mesurer effectivement le montant des travaux générés dans le cadre de ces projets. Ça se répartit de manière assez homogène finalement sur, on pourrait dire, le territoire, sachant que voilà, il y a des parties qui sont vraiment très rurales avec beaucoup moins d'habitants, donc forcément on retrouve moins de projets. Mais globalement, en fait, chaque territoire, communauté de communes a un nombre d'accompagnements qui est assez cohérent. C'est un peu les chiffres au niveau de la mobilisation des professionnels. Donc, on retrouve au milieu là, les formations BATIP, c'est les formations dont je parlais tout à l'heure par rapport à la rénovation énergétique, spécialement pour le bâti ancien. Après, on accompagne aussi à mettre en œuvre des tests d'étanchéité à l'air dans les projets de rénovation globale performante pour sensibiliser et informer les pros qui sont intervenus sur le chantier à visualiser, vraiment c'est dans un cadre d'exercice pédagogique, à visualiser finalement le résultat au niveau de l'étanchéité à l'air de la rénovation. Voilà. Du coup, pour résumer l'organisation départementale, on a ce petit schéma. Donc, comme vous voyez, ce qui est un peu en vert, vous avez les différentes étapes en fait du parcours du ménage, du passage à l'acte à la réception des travaux. L'ALEC 07, elle se positionne sur vraiment le premier niveau, donc la sensibilisation, l'information technique et financière. Et ensuite, du coup, on oriente vers Réno Futé, comme je disais, quand on est sur de la rénovation très performante, et vers les dispositifs ANA classiques dans le diffus ou vers les OPA quand on est sur un projet ANA. Et du coup, ce schéma résume un peu l'ensemble des intervenants qu'il peut y avoir parce qu'il y a aussi, au niveau du premier niveau, un lien avec le CAUE au niveau du conseil architectural. Voilà. Du coup, les enjeux pour nous, c'était vraiment d'optimiser les moyens disponibles sur le territoire et de fluidifier au maximum le parcours du ménage. Hein. On a encore des choses à améliorer, mais voilà, c'est notre objectif final. Et du coup, d'articuler au mieux le service d'information de premier niveau avec les politiques de l'ANA, l'accompagnement Réno Futé et comme voilà, je parlais tout à l'heure, le dispositif de conseil architectural. Alors, conseil juridique, on n'en a pas sur le territoire. Aujourd'hui, on n'a pas d'ADIL. Du coup, on se voit comme une communauté de travail, voilà, les différents interlocuteurs autour de l'accompagnement des ménages. On a les opérateurs ANA, que ce soit Solia, Urbanis, CDBAT pour le Nord Ardèche, le CAUE, les chargés de mission habitat des collectivités, les instructeurs de l'ANA qui instruisent les dossiers financiers, les animateurs Réno Futé, centre, nord et sud, et l'ALEC 07. Et la DIL 26, je l'ai mis parce qu'en fait, on a des territoires, des collectivités qui sont entre les deux départements. Et du coup, il y a vraiment un point de vigilance des EPCI à ce que le service soit le même entre la partie qui est en Ardèche et la partie qui est en Drôme. Donc, il y a un gros travail de concertation qui est nécessaire entre la Drôme et l'Ardèche sur ces secteurs-là. Du coup,
comment dire, tout ça, ça nous a, enfin, depuis le démarrage, on va dire, de la mise en place du prêt, on a pu avoir des espaces de dialogue qui se sont ouverts en fait entre l'espace info énergie et les différents interlocuteurs en fait que j'ai nommés tout à l'heure. Donc j'ai essayé de faire un peu comment dire, un historique, de dire où ont commencé ces espaces de dialogue. Tout d'abord, on a eu les commissions locales d'amélioration de l'habitat. En tant que prix Unisc, et du coup, on était légitime pour participer à ces commissions, ainsi qu'aux réunions opérateurs, instructeurs. Et du coup, ça nous a permis de mieux maîtriser du coup tout le fonctionnement de l'ANA et des dispositifs d'aide, etc. De ce fait, il y a des réunions d'interconnaissance entre l'ALEC 07, Solia 07, Urbanis, le CAUE, qui ont émergé afin de mieux se connaître et pareil, de mieux transférer les ménages, d'avoir des retours sur les orientations qui ont pu être faites par l'ALEC 07, différents outils aussi qui ont été mis en place au fur et à mesure pour passer le relais sur les dossiers. Un point qui est important pour nous, c'est les permanences communes. C'est-à-dire que quand on a une opération d'amélioration de l'habitat, on pousse au maximum collectivement, que ce soit le CAUE et les opérateurs, à ce qu'on ait des temps communs sur nos permanences pour qu'on puisse échanger sur les différentes orientations, les actualités, etc. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'on a toujours en ligne de mire. Et ce qu'on essaye de faire aussi, c'est quand on a des réunions internes au niveau de l'ALEC, où on se dit que c'est des sujets qui concernent tout le monde, on les ouvre. Il y a pas longtemps, par exemple, on a fait venir comment dire, la chargée de mission d'Action Logement régionale. Et du coup, c'était un besoin pour l'ALEC 07 et on s'est dit, on va inviter tout le monde. On a invité les chargés de mission habitat, les opérateurs, voilà. Et du coup, au final, on a fait une grosse réunion pour pouvoir récupérer toutes les informations d'Action Logement. De la même manière, c'est un peu avec le CAUE, on a fait une formation commune autour de la participation citoyenne. Du coup, ça, c'était les premiers espaces de dialogue, mais c'est vrai qu'il y a une mission qui a permis, qui était importante pour nous, parce qu'elle a permis de construire un discours commun autour de la rénovation énergétique, en fait. L'idée, c'était de se mettre les bases communes. C'est quoi la rénovation énergétique de qualité? Quand on parle de performance ou d'étanchéité à l'air, de quoi on parle? Et du coup, ça, c'est une mission qui était portée par Renaud Futé, qui nous a été confiée à l'ALEC 07 et au Parc naturel des Monts d'Ardèche, dont la thématique, c'était la montée en compétences des acteurs de l'accompagnement habitat. Et du coup, sur 2 ans, on a construit un programme de formation. Et ce programme de formation, il a été co-construit en fait par les besoins des participants. On est parti de leurs besoins pour pouvoir proposer l'ensemble de ces formations. Donc, les besoins ont été identifiés sur une première réunion technique. Et ensuite, voilà, il y a 2, on va dire, typologies de formation qui ont pu sortir. Tout d'abord, une formation psychosociale sur accompagner le passage à l'acte des particuliers à la rénovation énergétique. On voit tous les freins, les leviers sur l'accompagnement des ménages, le parcours du ménage dans la rénovation énergétique. Et on avait commencé, du coup, pendant cette formation, à essayer de passer où se situaient les uns les autres et du coup, comment améliorer, on va dire, notre manière de travailler ensemble dans cet accompagnement. On aimerait bien pouvoir donner des suites, mais voilà, ça c'est à voir. Et un autre levier important, comme on l'a dit tout à l'heure, nous, le conseil, c'est beaucoup du bâti ancien traditionnel ardéchois, avec des contraintes particulières. Et on avait vraiment besoin d'avoir une base commune techniquement en fait sur ce bâti ancien, sur la rénovation énergétique. Et du coup, il y avait une formation qui était un cycle de formation qui avait été conçu à destination des professionnels du bâtiment et du coup qu'on a pu adapter et proposer à l'ensemble des différents interlocuteurs, opérateurs ANA, CAUE, etc. Peut-être que tu veux développer ou... Voilà, du coup, j'ai mis un peu les thématiques. C'est du classique, hein, il y a respect du patrimoine, gestion de l'humidité, étanchéité, etc. Mais c'est vraiment un cycle de formation qui a été plébiscité par l'ensemble des participants, quoi.
Du coup, d'autres espaces de dialogue dans cette mission ont pu s'ouvrir aussi. Ce sont les revues de projets locales, Rénofuté Alex 07. Du coup, comme vous l'avez vu, Rénofuté est découpé sur 3 territoires et du coup, avec des spécificités. Et pour nous, c'était important que les conseillers info-énergie et les accompagnateurs Rénofuté se rencontrent une fois par an pour faire de la revue de projet et puissent voir par rapport aux orientations qui ont été faites, est-ce que les orientations ont pu aboutir? Sinon, pourquoi? Du coup, pour vraiment que nous, on améliore à chaque fois notre, notre orientation. Et du coup, de ces revues de projet, il y a eu la création d'une fiche navette, c'est-à-dire que quand on oriente un projet sur Rénofuté, on a une fiche type qu'on remplit et qui est envoyée à Rénofuté. On a un espace partagé pour le rangement des dossiers, qui est un espace e-file. On a créé aussi un petit doc de communication à destination des ménages sur le centre Ardèche pour se dire qui fait quoi. Enfin voilà, du coup, ces revues de projet, on voit les projets, mais on essaye aussi d'améliorer notre fonctionnement global. Et du coup, voilà, ça, c'est des actions concrètes aussi qui sont à l'espace Info-Énergie. Quand on organise des visites de sites, voilà, on va privilégier de travailler avec Rénofuté et les opérateurs ANA, pour co-construire le programme d'animation et puis on va dire co-animer ces visites, quoi. C'est un portage de l'ensemble des chargés de mission de l'accompagnement. Et du coup, je trouvais qu'il y avait un exemple qui était peut-être intéressant. C'est pas encore, c'est quelque chose qui est en cours de construction, mais qui va avoir lieu en 2020. Donc, c'est un programme qui s'appelle De maison en maison, où sur une journée, en fait, il y a tout un territoire qui organise plusieurs visites de sites. Et du coup, ce De maison en maison, il rassemble en fait tous les acteurs cités précédemment, quoi. Que ce soit Rénofuté, l'espace Info-Énergie, les opérateurs ANA, les chargés de mission Habitat, voilà. L'idée, c'est que ça rassemble l'ensemble de ces interlocuteurs et sur une journée, on organise un gros événement de sensibilisation, quoi. Donc les documentations partagées, voilà, ce que je peux dire aussi, c'est que les flyers qui sont mis à disposition par Rénofuté comportent le numéro de l'espace Info-Énergie. Nous, on va revoir notre flyer sur les permanences. L'idée, c'est que ce soit logo commun, Alex 07, Rénofuté. Voilà, c'est de partager au maximum en fait les supports, quoi. Et enfin, du coup, il y a des projets aussi qui sont coportés. Là, cette année, on a écrit une candidature commune pour le dispositif Actimo, la sensibilisation des acteurs du secteur immobilier. Et on a été lauréat conjoint Rénofuté Alex 07. Du coup, voilà, sur les freins et les leviers, voilà, tout ça, c'est je vous ai dressé un tableau idyllique du fonctionnement, mais forcément, on voit qu'il y a des choses qui aident à avancer et d'autres qui forcément amènent des freins pour ce rapprochement entre les différentes structures. Donc, je vais commencer peut-être par le négatif, les freins. Je dirais qu'au départ, un des premiers freins qu'on a pu voir sur l'ensemble du cercle des chargés de mission, on avait des a priori, par exemple, sur les structures respectives, sur la qualité de ce qui peut être fait. Ou voilà, c'est des choses très humaines, mais en tout cas, c'est des choses que moi, j'ai pu rencontrer en tant que chargée de mission. Aussi, le fait qu'on ne connaisse pas bien le métier de l'autre et les contraintes de l'autre. Et du coup, voilà, ça amène des freins sur la compréhension du fonctionnement de chacun. Le manque de disponibilité aussi pour échanger. Il faut avoir des lieux d'échange pour pouvoir avancer. Une des difficultés aussi que Charline a pu noter et que je n'avais pas forcément pensé, mais qui est très importante, c'est la mise en concurrence des structures partenaires via les financements publics. Ce n'est pas forcément un choix de notre part, mais le fait que on est sur ces incertitudes sur les financements, sur ces changements
en cours, ça amène forcément un peu de défiance et une mise en concurrence et du coup des difficultés à avancer de manière commune. L'évolution des financements vers les fonds privés pour les missions publiques, voilà, ça va dans le même sens. Et des sensations de contexte de restructuration qui sont insécurisants du coup pour les structures. Par contre, sur les leviers, voilà ce qu'on a mis en avant auparavant, c'est d'avoir des espaces de dialogue et parfois sans enjeu pour les structures. C'est vrai qu'une formation commune, on n'a pas d'enjeu de travail ensemble et du coup, c'est des espaces apaisés en fait pour pouvoir échanger et avancer. Un point important aussi, c'est clarifier les missions. C'est l'inverse de la méconnaissance des métiers, c'est-à-dire que quand on clarifie les missions des différents acteurs de l'écosystème et les interactions les uns envers les autres, et du coup, ça aide à avancer. Établir un climat de confiance pour permettre des échanges constructifs. Avoir une base commune de connaissances sur la rénovation performante, ça semble important. Et du coup, le fait d'avoir des actions, des projets qu'on va construire de manière commune, ça nous permet d'avancer dans le même sens, quoi. Et toujours, je dirais que ça, c'est un point de vigilance, c'est toujours essayer de réfléchir dans une optique de complémentarité et pas de concurrence, quoi. Vraiment essayer de toujours être dans cette logique-là. Un élément qu'on n'avait pas noté comme frein, mais on en a parlé tout à l'heure, c'était le fait qu'on a tous des outils informatiques différents aussi. Et ça, c'est des difficultés, c'est-à-dire que d'arriver à uniformiser tous ces outils de suivi de projet entre les différentes structures, entre le contact IE, le service en ligne de l'ANA, les outils de suivi de projet de Réno Futé, voilà. C'est pas évident, même si on y met de la bonne volonté, c'est pas évident d'avancer sur ce sujet, quoi. Je pense que je pense avoir résumé. Je sais pas si… Merci beaucoup pour cette intervention. C'est fini. On va garder cette slide qui est très intéressante et je pense qu'il pourra faire réagir les intervenants. Alors, merci à toutes pour les deux présentations très complètes. Donc, on avait déjà commencé un peu à poser des questions avec le CREAC et Solia. Et moi, je vais poser les questions des participants. Mais tout d'abord, donc je pense qu'il s'adresse un peu aux deux présentations, donc c'est bien, on pourra faire des réponses croisées. Alors nous, on ne vous voit juste toujours pas, Claire. Enfin, je ne sais pas si vous avez une webcam ou pas. Alors, je vais regarder. Attends. Ouais, merci. Juste, peut-être si Nathalie et Fanny, vous avez des réactions par rapport à ces freins et leviers, ça correspond aussi à votre contexte de territoire ou il y a des choses, par exemple, qui ne sont pas… Non, c'est la remarque qu'on se faisait justement en off, c'est qu'on retrouve vraiment les freins et surtout les leviers. On s'est rendu compte qu'on n'avait parlé que des leviers du coup. Positif, et pas de freins chez nous, si, il y en a un comme partout, mais qu'on retrouvait bien ce qu'il y a sur notre territoire aussi, et la réalité de terrain. Donc, vraie cohérence du coup dans les deux expériences. Très bien, merci. Alors, je vais poser les quelques questions des participants. N'hésitez pas à poser des questions. On se fixe jusqu'à 12h30, donc une demi-heure. Je pense que ça sera très bien. Alors, il y avait une question de Fanny Obled qui demandait, là, je pense que ça peut s'adresser aux deux territoires, je vais dire. Cherchez-vous à travailler aussi avec d'autres acteurs du logement, insertion, pédac professionnel? Donc, je ne sais pas si vous voulez répondre en premier, Nathalie et Fanny. Oui, on les a parcourus aussi pendant la présentation. Oui, mais on n'en a pas parlé parce que ça ne fait pas partie des missions partagées. Donc, sur les missions où on est en partenariat, ça n'est pas ressorti. Mais après, on est notamment animateur de plateforme de la rénovation énergétique où là, on a chacune des structures a pour mission de travailler avec les professionnels notamment. L'insertion, oui, par l'animation du réseau, de toute façon, on y est. Donc oui, même si ça n'est pas ressorti et pas forcément à travers les missions qui nous rassemblent.
Claire et Géraldine. Ouais, moi, du coup, j'irai dans le même sens. Nous, on a un service d'accompagnement à la maîtrise de l'énergie, un peu type SLIM, mais c'est pas un SLIM en Ardèche. Et c'est plutôt via ces missions-là de lutte contre la précarité énergétique qu'on se rapproche des structures de l'insertion. D'accord. Il y a autre programme, d'accord. Merci. Alors, une deuxième question, oui, qui pose beaucoup de questions. Alors, je vous demanderai peut-être d'être un peu concise, parce que sinon, je pense qu'on peut faire tout un web séminaire là-dessus. Comment va s'articuler le SAR sur vos deux territoires? On n'en sait rien. On ne sait pas. Point. Concis. Ouais, c'est une vaste question, quoi. Nous non plus, on n'en sait rien. Après, voilà, on essaye de présenter, mais je pense que Charline, tu as plus suivi que moi, mais on va présenter des scénarios aux collectivités, en fait, de comment ça pourrait se décliner au niveau local avec les avantages et les inconvénients. Il y a déjà une première réunion départementale qui était portée par le département l'année dernière pour présenter les premières informations sur le SPE. Mais voilà, après, on en est là, quoi. On essaye justement de co-construire un SPE ensemble avec les différents acteurs du territoire et de manière à pouvoir faire une proposition qui soit la plus cohérente possible et la plus ambitieuse aussi possible pour le territoire. Et après, voilà, être aussi prêt à pouvoir répondre du coup dans les délais qui seront impartis il y aura l'AMI, donc la région qui va lancer une AMI pour le SPE, là dans le début de l'année 2020, dont on ne connaît pas encore voilà, les modalités pratiques. Donc voilà, il nous manque encore pas mal d'informations concrètes sur les conditions de cette réponse, mais on essaye d'anticiper au maximum pour justement être dans le dialogue et dans la co-construction et pas être en réaction à une demande de financement, quoi. Merci. Sur ce point, je vais compléter parce qu'en tant que tête de réseau, donc là, je vais diffuser prochainement sur le GT EIE, donc la liste de diffusion par email, un petit peu un récapitulatif du déploiement suivant les régions. Ça permettra d'avoir un peu une vision nationale du déploiement sur chaque territoire régional. Donc, je vais l'envoyer prochainement après le CA du Clair qui a lieu jeudi. Voilà. Alors, sur une autre question qui peut être également, qui concerne les deux territoires, d'Hélène Pauillac, est-ce que vous travaillez avec des sociétés de tiers financement? Donc, elle parlait de, je suppose, la Gironde avec Arte et la carte, mais ça peut aussi valoir pour l'Ardèche, la réponse. Alors, du coup, juste pour préciser, la carte, ce n'est pas une société d'économie qui propose du tiers financement. Hein, c'est un dispositif qui permet des avances en fait, de subventions déjà existantes pour les particuliers. Donc, sur la région en fait, Nouvelle-Aquitaine, on a Arte, donc la SEM de la région Nouvelle-Aquitaine, qui propose du tiers financement. Et nous, sur notre territoire, on a aussi Bordeaux Métropole Énergie. Voilà. Et donc, oui, on travaille avec ces sociétés d'économie mixte, hein, puisqu'elles font partie du parcours du particulier pour accéder à la rénovation énergétique, et le tiers financement est une des réponses. Donc, dès que c'est avéré, en fait, comme pour tout autre dispositif, on facilite le parcours vers le dispositif le plus adéquat à sa situation et à ses besoins. Et on les a rencontrés. Bordeaux Métropole Énergie, c'est un peu plus récent, donc on les a rencontrés une ou deux fois déjà. Et Arte, c'est un peu plus régulier. Et quand on a des réunions réseau régionales, de temps en temps, ils sont présents. Voilà. De notre côté, c'était des actions identifiées, mais qui n'ont pas encore pu vraiment avancer. Très bien, merci. Une autre question de Fanny Obled. Est-ce que l'accompagnement de Réno Futé est gratuit pour les revenus hors ANA?
Alors, en fait, l'accompagnement de Rénofuté était payant pour les ménages qui ne mobilisent pas les aides de l'ANA Sérénité. C'est-à-dire, il y avait une participation symbolique en reste à charge pour le propriétaire, au total de 300 € pour l'accompagnement. Et cette participation financière, elle n'existe pas quand le ménage va déjà devoir payer l'accompagnement Solia ou Urbanis pour son dossier d'aide à ANA. Voilà. Ok, merci. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire là-dessus pour en Gironde. Non. Une autre. Oui, Oui, c'est vrai, oui. l'accompagnement dans nos plateformes est gratuit pour n'importe quelle plateforme. D'accord. ANA, pas ANA, c'est gratuit. C'est pris en charge par les collectivités. Une autre question de Mallory. Est-ce qu'il est possible de partager vos documents de travail communs, notamment la fiche navette? Je s'adresse à Ah Réno. oui, il n'y a pas de souci, hein, je pourrais les envoyer après. Il n'y a pas de souci. Très bien. Bah, ça sera fait donc. Et une dernière question, n'hésitez pas à en poser d'autres, de Virginie Delannoy. Vous avez parlé de l'accompagnement des professionnels. Est-ce que vous pouvez préciser le contenu de cet accompagnement, animation, conférence ou peut-être des ateliers sur plateau technique? Je pense que ça peut s'adresser à tout le monde. Alors nous, dans le cadre de la plateforme du bassin d'Arcachon, de la Coban, donc du bassin d'Arcachon Nord, on a tout un cycle d'animation, on a plusieurs formats. On travaille d'ailleurs en partenariat avec la FFB, la CAPEB et la Chambre des métiers, avec lesquels on met notamment en place des formations délocalisées sur le territoire, je crois que vous aussi. On a aussi organisé des petits déjeuners, là on est plutôt sur de l'information. On a organisé pas mal, notamment la première année, de rencontres voilà, on est allé à la rencontre des artisans du territoire et régulièrement, donc on fait aussi des rencontres techniques. Voilà, donc on a différents formats d'intervention, ils sont tous sur le territoire, donc soit en duo, soit sur des temps très courts, les petits-déj, soit sur des ateliers collectifs un peu plus formels, soit carrément sur de la formation sur le territoire. Nous, c'est plutôt. Donc, on travaille aussi avec les fédérations d'artisans. Et c'est format petit déjeuner. En fait, c'est des temps d'échange qu'on a pour parler un peu des. Bon, on amène forcément un sujet. Hein. Là, le dernier, c'était le changement des aides financières. Voilà, c'est ce qui les préoccupe le plus. Et ça nous permet aussi de voir un peu quelles sont leurs inquiétudes, préoccupations et comment, au sein de la plateforme, on peut y répondre. Sur la métropole, c'est plutôt la collectivité qui gère ça, Bordeaux Métropole. Et nous, on vient en accompagnement quand il y a des présentations. Et pareil, c'est le même mode de fonctionnement, c'est les fédérations d'artisans. Et en plus, les artisans qui ont signé la charte de Bordeaux Métropole pour pouvoir apparaître sur le site de la plateforme pour permettre de pouvoir faire des devis en direct aux particuliers qui en font la demande. Sur le territoire ardéchois, on mène des actions à peu près similaires, hein, donc toujours en collaboration avec effectivement les organisations professionnelles, CAPEB, Fédération du bâtiment et Chambre des métiers. On a différents types d'événements qui va de la rencontre et l'animation de réseau à voilà, les 5 à 7 de l'éco-construction qui sont copilotés par l'ALEC 07, donc qui sont plutôt des soirées d'information. Des événements voilà, de rencontres et de réseaux. Donc là, on a lancé depuis 1 an une rencontre chaque mois, enfin à peu près, en tout cas régulièrement, différents, selon les secteurs, mais donc le soir, 1 heure de rencontre où on présente les projets actuellement accompagnés. Et le but, c'est vraiment du réseautage, de la dynamique, de la rencontre de pros et voilà, qui se connaissent mieux pour pouvoir aussi mieux travailler ensemble par la suite sur des prochains projets. Et après, tout ce qui est vraiment jusqu'à la formation, puisqu'on en parlait avec notamment la thématique rénovation énergétique sur le bâti ancien, où il y avait un manquement en n'ayant pas forcément voilà, les focus
de la performance appliquée dans le contexte du bâti ancien pierre. Voilà, et après, du coup, il y a aussi tout ce travail de identification des professionnels locaux, en faisant un appel à être membre du réseau et professionnels, en particulier les artisans, mais pas uniquement, c'est aussi ouvert donc, aux architectes, bureaux d'études. Voilà, des événements qui ont été faits aussi avec les fournisseurs de matériaux, distributeurs de matériaux. Notamment à l'occasion du MOOC Rénovation Performante. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si les participants ont d'autres questions. Moi, j'en ai quelques-unes. Mais n'hésitez pas à en poser encore. Moi, ça s'adressait à… bah voilà. Il y a une autre question qui Beaucoup de questions. je vais poser la mienne et comme ça, vous pourrez la lire, celle-là, parce qu'elle il y en a deux autres. Alors, de Rémi Brel, comment envisagez-vous les prochains appels d'offres pour les PIG? Réfléchissez-vous à y répondre à travers les plateformes? Envisagez-vous d'y répondre en groupement avec un opérateur, par exemple, donc avec une coordination en amont de l'attribution du marché, ou encore attendez-vous de voir qui obtient le marché pour vous coordonner après? Je vous laisse répondre. Alors, du coup, là, forcément, Sonia va répondre. Actuellement, donc non, on n'y répond pas à travers les plateformes. Quand on a, donc que ce soit un PIG, une OPA, etc., on y répond en tant qu'opérateur ANA. Dans la réponse, quand même, on se renseigne un peu sur ce qui se passe sur le territoire. Ça arrivé là récemment, on a répondu sur un territoire du Médoc, sur une communauté de communes du Médoc, où en fait, ma collègue responsable de service qui gère les OPA, elle m'a demandé en gros sur le territoire, l'espace info-énergie, quel type de permanence il fait, etc. Donc, c'est mes collègues de la MPS Formation. Donc, je l'ai renvoyé vers le collègue en question pour qu'ils en discutent ensemble. Et ils ont vu s'ils pouvaient mettre ensemble ou pas des permanences en commun, en fait. Et ça a été ajouté à la réponse. Voilà. C'est comme ça qu'on procède pour l'instant, puisque pour la Gironde, là, toutes nos structures ne sont pas opérateurs ANA et porteuses d'espace info-énergie ou animatrices de plateforme. En fait. Et quand ça a été le cas sur le pic de la métropole, quand il y a eu la réponse, et que c'est une cité qui l'a remporté, on a attendu, en fait, en tant que structure espace info-énergie, on a attendu qu'ils se mettent en place pour pouvoir les rencontrer avec les autres espaces info-énergie, pour voir comment on se mettait d'accord là sur la transmission d'informations j'ai un particulier qui serait éligible, qui veut monter son dossier, comment faire avoir répondu à la question. Merci. Je ne sais pas si Claire et Charline, vous avez quelque chose à dire. Voilà, du coup, pour répondre, on n'envisage pas, en tout cas, la plateforme ou la LEC 07, on n'envisage pas de répondre à ces appels d'offres là. Par contre, du coup, pour nous, c'est plutôt la montée en compétences des opérateurs, voilà, sur la rénovation performante dont on a parlé tout à l'heure, et de voir si on peut faire évoluer le cahier des charges des OPA, par exemple, pour aller dans ce sens-là. En partie, hein, mais voilà, c'est vraiment des réflexions. Hein. Là, il n'y a rien du tout d'acté ou voilà, d'avancer là-dessus, quoi. Parce qu'on sait que de toute façon, c'est des accompagnements qui sortiront du SAR. Donc, comment on fait pour qu'il n'y ait pas des accompagnements à deux vitesses, entre guillemets, par la suite, quoi. Après, l'avantage qu'on a, par exemple, à Solia Gironde, c'est qu'en fait, nos collègues qui montent les dossiers, pour venir de faire évoluer le cahier des charges des OPA ou même des PIC, complètement d'accord. Nous, un des avantages qu'on a, c'est que les ingénieurs, c'est des ingénieurs thermiciens qui font nos études thermiques, en fait, et qui proposent derrière les scénarios de travaux avec la chargée mission habitat. C'est bien. Il y a un distinguo, en fait, sur qui fait l'étude thermique, qui voit le côté vraiment projet d'un point de vue technique. Et pas mal de nos ingénieurs thermiciens sont des anciens conseillers info-énergie. Pour
la vulgarisation vis-à-vis du particulier pour amener à une rénovation performante. Après, ouais, je suis d'accord sur le fond, hein, c'est pas ça, on le voit même quand on discute avec les opérateurs Solia parce qu'ils sont, comment dire, ils sont mandatés sur le Nord Ardèche pour accompagner aussi les projets Réno Futé. Mais s'ils arrivent en fait dans le dispositif Réno Futé ou s'ils arrivent dans le dispositif OPA classique, ils n'ont pas les mêmes contraintes en fait. Ou les mêmes financements, et du coup le conseil il sera pas tout à fait pareil. C'est pas parce que le cadre qu'on leur donne n'est pas le même. Je sais pas si je suis claire. Voilà, c'est juste Après, il y a aussi un peu questionnement. Est-ce que sortie de la précarité énergétique et rénovation énergétique performante sont toujours complètement compatibles? Parce que des fois, on peut avoir des publics dans le cadre des OPA, OPIG qui peuvent être en situation de précarité énergétique et pour lesquels les actions et dispositifs ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux conçus pour vraiment rénovation très performante. Parfois, c'est compatible, mais parfois, on n'est pas en fait exactement sur les mêmes dispositifs et actions et aides. Donc, pour le moment, c'est pas encore vraiment évident à articuler. Et reste à charge aussi pour le particulier. Ouais. Merci. Deux autres questions de Fanny Obled. Est-ce que vous favorisez les écomatériaux et les artisans sont-ils ouverts à ça? Alors, dans le cas du Conseil Espace Info Énergie, ça fait partie des choses que nous, qu'on met en avant. On avait même fait un travail de recherche sur quels écomatériaux locaux. Après, les artisans sont-ils ouverts à ça? Je dirais, ça dépend des artisans. Ça dépend des artisans. Voilà. Et de notre côté, on clairement sensibilise les propriétaires aussi à cette notion de matériaux biosourcés, à leurs avantages, les points d'attention aussi qu'il faut avoir dans leur utilisation. Et du coup, on essaye effectivement d'encourager tant la demande que l'offre sur ce sujet. Donc, être une rénovation énergétique et écologique. Mais voilà, après, effectivement, du coup, on encourage par exemple le propriétaire à demander aux professionnels de lui faire le devis avec une alternative en matériaux biosourcés, si c'est possible. Voilà, donc d'essayer de mettre un peu le pied à l'étrier pour les professionnels qui n'auraient pas encore l'habitude de travailler avec ces matériaux. Et pour compléter, après au CREAC, là, on est en train de mettre en place une expérimentation sur un fonds d'aide aux travaux, enfin pas aux travaux, ouais, sur un fonds d'aide qu'on appelle le fonds Dentelle pour les ménages en précarité énergétique, pour justement venir sur le volet, entre autres, sur le volet intégration des énergies renouvelables pour les ménages en précarité énergétique, parce que c'est souvent le parent pauvre et rarement avec les ménages en précarité énergétique, avec les financements de droit commun, on arrive à aller jusqu'à l'étape substitution et intégration des énergies renouvelables. Donc, ce fonds va venir là-dessus. Et le deuxième volet, c'est justement le volet santé habitat, avec aussi ce fonds qui pourra venir sur le surcoût, de matériaux biosourcés au sein. Voilà. Donc, on expérimente ça justement pour intégrer dans des actions ce volet santé et donc matériaux biosourcés. Après, sur le biosourcé, juste pour terminer, nous, sur les plateformes sur lesquelles on travaille, donc Bordeaux Métropole et nous sur la plateforme de la Haute-Gironde, Bordeaux Métropole, l'aide est toujours existante, il y a un bonus quand c'est du biosourcé. Et sur la Haute-Gironde, il y avait une aide qui s'est terminée en octobre de l'année dernière et il y avait aussi un bonus quand c'est du biosourcé. Donc là, ça aide forcément. Et les artisans locaux qui ont l'habitude de travailler avec ce type de dispositif, eh bien, derrière, ils se forment, ils se renseignent et du coup, ils montent en compétences. C'est plutôt intéressant. Merci. Une autre question de Fanny Obled. Faites-vous des sensibilisations ou actions pour favoriser le développement de nouvelles pratiques, par exemple achat groupé, développement de filières matériaux locales, etc. Alors, nous, on nous a régulièrement demandé de faire des notes pour des collectivités, notamment sur l'achat groupé.
C'est des choses qu'on a effectivement. Alors, c'est moins d'actualité aujourd'hui pour nous, mais sur ces dernières années, ce sont des thématiques sur lesquelles on est venu nous chercher, au moins pour un retour d'expérience, pour une approche de faisabilité. Voilà. Donc, filière locale, on en a déjà parlé, achat groupé, ce genre de voilà, ces nouvelles pratiques, oui, on vient nous chercher, c'est ponctuel, marginal, mais on a souvent fait des notes de cadrage. On n'a pas d'expérience à partager voilà, sur ça. Alors, le côté filière bois local, peut-être un petit peu, qui a fait l'objet de différentes actions 5 à 7 ou Café Pro, mais Ouais, pas plus. pas plus. Ouais, c'est clair que ça, quoi. Merci. Alors, on s'approche de la fin du web séminaire. Si vous avez des dernières questions, les participants. Ouais, moi, je voulais poser une question à, à Claire et Charline. Est-ce que vous estimez, donc, merci pour cette dernière slide sur les freins et les leviers. Est-ce que vous estimez aussi que l'impulsion politique je sais pas, de créer la plateforme a été déterminante. Enfin, voilà, quel a été le rôle, on va dire, du donneur d'ordre qui a permis de créer la plateforme RénoQT et est-ce que ça a eu un impact sur la structuration des acteurs du réseau FER sur le territoire? En fait, ça semble. Je suis assez nouvelle dans le dans le contexte ardéchois, mais ça semble assez crucial que les donneurs d'ordre politiques et puis du coup les différents donneurs d'ordre confirment des stratégies ambitieuses et des moyens aussi pour vraiment pouvoir ensuite déployer des actions stables et cohérentes pour aller dans cette transition énergétique. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2020, il y a un cap qui est attendu avec le déploiement du SPE. Les nouvelles élections aussi. Et du coup, dans un contexte de nouvelles élections communales, donc il y a plusieurs. En fait, ouais, la complexité, je dirais, chez nous, c'est que, ben, voilà, comme c'est plein de petites EPCI, il y a un gros travail de sensibilisation à faire et à refaire sur les complémentarités, quoi. Et sur ben, les évolutions avec le SPE. Voilà. Je pense que c'est une des difficultés qu'on peut avoir, quoi. Il n'y a pas un donneur d'ordre, en fait, il y en a plein. Ouais. D'accord. Et la création de la plateforme a initié, on va dire, je sais pas, plus de complémentarité entre les acteurs, ou alors c'était déjà le cas avant et c'était un peu indépendant de cette impulsion politique? Chaque projet qui est lancé et soutenu entraîne davantage de collaboration entre les structures. C'est ça, en fait, ouais. Chaque nouveau projet, ça va dans ce sens-là de collaboration voilà, des structures et aussi avec les chargés de mission des collectivités, quoi. Ouais. Ok, merci. Alors, je vois qu'il y a des échanges sur le fil de conversation. Il y avait une question sur le fonds Dentelle est-il national? Alors, Nathalie a répondu que non, il est expérimenté en Gironde. Et où exactement? Alors sur des communes, c'est un peu disséminé. C'est pour ça que je voulais pas non plus. Voilà. Sur quelques communes, pour l'instant c'est globalement en Gironde. Voilà. Et je le redis, c'est une expérimentation qui va nous permettre d'identifier les contours de ce fonds et avec une velléité, un souhait d'affiner l'intervention de ce fonds pour ensuite le consolider dans le temps, le pérenniser et pourquoi pas le reproduire ailleurs. Là, on s'enflamme, hein. Très bien. Moi, je pense que j'avais plus non plus de questions. Ok. Bon, si c'est bon pour tout le monde, il me reste juste à
à vous remercier beaucoup de la part de tout le monde et de moi-même pour ces échanges. Alors, comme je l'ai dit dans le fil de conversation, je vais rédiger un petit article pour le site du Clair avec notamment le replay et les présentations que je vous demanderai de m'envoyer. Je vais vous envoyer un petit email à tout le monde. Et ben voilà, merci encore beaucoup, merci beaucoup pour votre participation et merci à tous d'avoir assisté au web séminaire. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée.